toujours très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les lectures que j'ai faites durant le mois de février qui sont ma foi un peu nombreuses et j'en suis pas peu fière. J'ai lu 12 livres ce mois-ci donc vraiment je suis très fière de moi parce que c'est vraiment la palle que je m'étais faite qui a été lue et même un livre supplémentaire. Je m'étais mis un livre bonus au cas où j'arrivais à lire tout ce qui était prévu de base, ce qui a été le cas et j'ai même pu lire ce livre bonus donc vraiment... Bien joué Marie, bien joué. On va donc pas plus tarder et je vais vous présenter dès maintenant les premiers livres que j'ai lus sur le mois de février. Alors je vais pas forcément vous les montrer dans l'ordre de lecture parce que comme d'habitude je me souviens pas dans quel ordre je les ai lus. Je vais vous présenter du plus petit au plus gros, c'est-à-dire dans l'ordre sur lequel ils me viennent. Donc des petites lectures parce que je vous avais dit que j'avais voulu mettre des petites lectures pour faire pour essayer un peu faire le challenge de Audrey du Souffle des mots, petit mois, petite lecture. J'ai réussi à en glisser quelques-unes que j'ai lues qui se sont lues assez rapidement. Quoique pour certaines ça a été compliqué, ça s'est lu vite mais ça a été compliqué quand même, je vous en reparle de toute façon. Mais j'ai réussi à en lire quelques-unes, il y a 2, 4, 5 petites lectures. Bon, 5 et demi petites lectures, donc c'est cool, là, presque la moitié vous voyez de mes lectures sont des lectures assez courtes. Ce qui m'a permis justement de pouvoir en lire autant parce que d'habitude 12 livres par mois, surtout sur le mois le plus court de l'année, c'est pas mon rythme habituel, mais je vais vous présenter tout de suite le premier. Il s'agit donc pour commencer de La meilleure des vies, écrit par J.K. Rowling et publié ici aux éditions Le Livre de Poche. Ici en fait c'est une retranscription du discours que J.K. Rowling avait fait à l'université de Harvard, il me semble que c'était Harvard effectivement, au moment de la remise de diplôme en fait. Elle était donc invitée pour faire le discours à cette occasion. Et le discours qu'elle a fait a été mis en livre, et c'est ce livre-ci. Un petit livre qui, ma foi, se lit très très vite, hein, parce que vous allez voir les pages. Voilà. Oups. Voilà, on est sur ce type de page. Ça se lit très vite, en 20 minutes c'est plié, hein. Mais c'est intéressant, c'est un petit peu du développement personnel. Elle explique, elle, qu'un échec n'est pas la finalité d'une vie en fait, qu'on peut faire des échecs et qu'on fera des échecs, mais que pourtant il faut aller au-delà de ça. Elle parle aussi un petit peu de son parcours et de son avant Harry Potter, ce qui peut être intéressant si on est fan de l'autrice. Après, voilà, il n'est pas forcément nécessaire de le lire, hein, vraiment, vous pouvez passer votre chemin. Mais il est sympathique et j'ai bien aimé justement toutes les petites illustrations qui venaient s'y glisser, je les trouvais intéressantes. Voilà, un petit livre qui fait du bien et qui booste un petit peu la motivation si jamais vous en manquez. Ensuite, je suis passée très très vite hein, sur J.K. Rowling parce que c'est pas forcément le livre sur lequel j'ai le plus envie de m'étaler. Pareil, je vous ai fait un avis sur Instagram qui est légèrement plus détaillé, mais... j'ai pas non plus grand chose à en dire, hein. Ça reste une toute petite lecture, donc ça va vite. Ensuite, par contre, j'ai lu Ce que nous confions au vent, écrit par Laura Imai Messina et publié ici aux éditions 10-18, donc c'est la version poche que je trouve ma foi très très belle. Déjà, la couverture est quand même magnifique, j'aime beaucoup, et ça a été une très très chouette lecture pour celui-ci. On y retrouve ici, elle s'appelle... comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Yui. On suit ici Yui qui, suite au tsunami de 2011, a perdu et sa mère et sa fille, et est un petit peu déboussolée et a du mal à se remettre de cette perte. On comprend, hein, c'est pas rien non plus. Et en fait, elle va entendre parler d'une certaine cabine téléphonique qui serait placée en haut d'amont sur un département, on va dire, lointain, sachant qu'elle habite à Tokyo. Et cette cabine téléphonique a la particularité de ne pas être reliée en fait au courant ou à quoi que ce soit, ni au réseau. Et elle est complètement ouverte. Et donc les gens y vont, en général les gens endeuillés, y vont justement pour aller confier leurs mots au vent qui va porter leurs paroles jusqu'à leurs proches défunts. Et Yui, en se rendant à cette cabine téléphonique pour la première fois, va faire la rencontre de Takeshi qui lui-même a perdu sa femme et se retrouve donc veuf et père avec une enfant en bas âge qui, depuis le décès de sa mère, n'a plus prononcé un seul mot. Et du coup, Takeshi, lui, est un petit peu perdu et ne sait plus trop quoi faire avec son enfant. Il va donc rencontrer Yui et tous les deux vont beaucoup parler, vont parler de leur deuil ensemble et en même temps, ils vont en parler, oui, mais pas trop. Ils vont surtout parler de ce qui vient après. Que certes, il y a eu un deuil, certes, il y a eu une perte, c'est très très dur, mais qu'il y a un après et qu'on se reconstruit et qu'il y a de l'espoir dans tout. Et c'est surtout ça, moi, qui m'a marqué dans ce livre, c'est le message d'espoir qui est présent. Sachant que au delà de Takeshi et Yui, on va suivre d'autres personnages qui eux-mêmes vont se rendre auprès de cette cabine téléphonique pour parler à leurs proches. Donc on va voir de différentes histoires de pertes. Et à chaque fois, ce message d'espoir existe et je trouve que c'est vraiment très très important puisque c'est pas juste le deuil, c'est fini, le temps guérit et justement en faisant des nouvelles rencontres, en apprenant aussi d'autres points de vue, en voyant que la vie continue chez les autres, nous-mêmes on prend le pas et on fait continuer notre vie. Donc ça a vraiment été une très très chouette lecture avec une très belle plume, très poétique. Ce qui est marrant, c'est que je trouve que ça fait vraiment... pour le coup, littérature japonaise, au niveau de la plume, sachant que l'autrice n'est elle-même pas japonaise, elle est italienne, mariée à un japonais et vit au Japon depuis plusieurs années.
Et ben je trouve qu'elle a vraiment pris le pli de la plume locale et c'est vraiment un très très chouette ouvrage qui est tout petit et se lit très très bien. Vraiment, je vous encourage vraiment. Si vous êtes intéressé par le style japonais, je vous dis celui-ci peut vraiment être un bel exemple et très très beau, un très beau message d'espoir et parle en même temps de deuil, super intéressant et de très belles citations. On reste au Japon avec cette fois-ci un vrai auteur japonais. Il s'agit des Belles Endormies, écrit par Yasunari Kawabata et ici dans une vieille édition du livre de poche. Pareil, un tout petit bouquin. Et pourtant, il y a eu des soucis. Dans celui-ci, nous suivons Eguchi, qui est un homme de 67 ans, qui, on ne sait pas grand-chose de lui, on ne sait pas ce qu'il a fait de sa vie, enfin, on ne sait pas, au niveau métier, on ne sait pas ce qu'il a fait de sa vie, on ne sait pas trop comment il se retrouve là, mais il se retrouve à aller dans une maison tenue par une femme qui a cette maison a pour particularité de proposer justement à ces vieux hommes, c'est vraiment comme ça qu'ils sont représentés, hein, 67. Je ne dis pas que 67 ans c'est vieux maman, mais ici on le présente comme le vieil Eguchi, il a 67 ans, c'est écrit derrière. Et en gros dans cette maison, la matrone, on va dire ça comme ça, propose aux vieillards qui viennent rendre visite des jeunes femmes endormies, généralement plutôt des adolescentes, pour que les vieillards puissent passer du coup les nuits avec elles. Donc déjà, je vous en avais parlé dans le dernier vlog, déjà c'est problématique au niveau du pitch de base je trouve, hein, c'est-à-dire que vraiment on endort des adolescentes à coups de narcotiques, donc elles sont vraiment, elles sont endormies mais elles ne se rendent compte de rien. On les endort pour qu'elles passent toute la nuit comme ça, sans se rendre compte de rien, et on y fout des vieillards dans la même chambre. On les endort et évidemment j'ai oublié de préciser, elles sont nues dans le lit. Voilà. Donc déjà de base, c'est problématique et c'est d'autant plus problématique que le livre essaye de faire passer ça comme quelque chose de normal en fait et ne remette pas en question, et c'est d'autant plus problématique que le personnage sur lequel on se base, qu'on essaie de nous faire apprécier en fait, justifie le fait qu'il fasse certaines choses à ses filles. Alors il va jamais coucher avec ses filles, il va dormir avec ses filles, vraiment. Par contre il y a une nuance, c'est au moins ça de gagner dirons-nous, mais cependant la notion de consentement, vraiment vous l'oubliez, elle n'existe pas, hein. Vraiment il n'y a pas de notion de consentement et il va quand même un peu toucher, il va bien regarder. Et ce que je trouvais très très problématique, c'est le fait que justement en faisant ça il disait oui mais je suis sûre que les autres vieillards qui viennent ils font pire à ses filles. C'est pas parce qu'il y en a d'autres qui font pire que ça justifie que toi tu ne fasses quoi que ce soit en fait. Non, déjà pourquoi ce genre de lui existe? Yourk. Mais c'est pas parce que d'autres peuvent faire pire que sous crédit que d'autres font pire, toi tu peux faire quoi que ce soit. Non, tu ne fais rien, tu regardes même pas, tu ne viens pas, n'existe pas comme lui. Enfin, ça c'était très problématique. Et ce qui m'a gêné, c'est qu'il y avait des belles réflexions dans ce livre. Quand je dis belle, c'était plutôt des réflexions intéressantes plutôt que belles. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des différentes nuits que Eguchi va passer là-bas, il va à chaque fois avoir une fille différente dans le lit qu'il va retrouver. On va voir justement au fur et à mesure aussi, lui, les femmes qu'il a côtoyées durant sa vie. Donc ça va être sa femme, qui est finalement très très peu citée, autant que sa maîtresse, que une femme avec qui il a couché un soir. Et à chaque fois, ça va lui rappeler justement ces femmes qu'il a côtoyées. Et c'est intéressant en même temps parce qu'on va revoir sa vie, à travers les relations qu'il a eues avec les différentes femmes. En fait, c'est la seule façon qu'on va avoir de retracer sa vie à lui, c'est suivant les relations qu'il a eues avec les femmes qu'il a côtoyées. Donc c'est intéressant, c'est bien écrit, parce que la plume de Kawabata reste intéressante, reste belle. Mais c'est vraiment le principe de base en fait, c'est pas possible d'utiliser ce postulat qu'on dorme avec des jeunes filles pour se rappeler de ce qu'a été sa vie avec les femmes. Et en même temps ça apporte une réflexion intéressante aussi sur ce qu'est la vieillesse, sur ce qu'est le sentiment un peu d'impuissance une fois qu'on a passé un certain âge. C'est intéressant mais à chaque fois je vous le redis, vraiment je vous le conseille pas comme livre parce qu'il est problématique, il a des réflexions intéressantes mais pas avec ce contexte là. Franchement, je m'attendais pas à ça de Kawabata, ça a été une lecture assez compliquée, j'ai levé les yeux pas mal de fois parce qu'il y a des phrases. Eguchi va dire qu'il ne juge pas le corps des femmes, mais il y a un moment, il y a une nuit, ça va être une femme un petit peu plus potelée que les autres, il va lui soulever le bras et il va se faire une réflexion du style « Oh là là, son bras il est quand même pas mal lourd ». Est-ce que c'est vraiment pertinent ? Je suis pas sûre. C'est vraiment des choses comme ça. Pareil, il y en a une par exemple, quand il va arriver dans la chambre, à chaque fois elles sont déjà allongées, déjà sous narcotique en fait. Il les voit jamais réveiller ces jeunes filles. Et à un moment, il va y en avoir une qui va transpirer et qui va avoir visiblement une forte odeur de transpiration. Et il va beaucoup insister là-dessus. Et c'est un livre que je peux pas non plus, enfin que je peux encore moins conseiller parce que c'est encore plus, ça donne des complexes, ça peut donner des complexes. Et vraiment,
Non, vraiment, je vous le conseille pas du tout. Ce livre-là, clairement, il va pas rester dans ma bibliothèque. Je ne veux plus le voir chez moi. Je l'ai lu, je ne le relirai jamais et je ne vous le conseille pas. On va rester dans les mauvaises lectures et je ne saurais pas vous dire quel est le pire entre celui que je viens de vous présenter et celui que je vais vous présenter, puisque là, maintenant, j'ai envie de vous parler de L'Appel de Cthulhu, écrit par H.P. Lovecraft et ici publié aux éditions Point. Encore plus déçue d'être déçue de celui-ci parce que j'en avais quand même une très grande attente. Dans celui-ci, vous pouvez peut-être vous en douter, c'est le livre qui met en place et qui présente ce qu'est la bête un peu pas mythologique, mais la fameuse bête de Cthulhu, créée par Lovecraft. Hein. Cette bête que l'on ne sait trop décrire, qui fait peur à tout le monde, qui a l'air de rester dans les entrailles de la Terre. Vraiment, j'en attendais beaucoup parce que c'est l'univers Lovecraftien, finalement, j'en connais pas grand-chose. Et c'était ma mise en bouche, on va dire, à cet univers-là, pour justement déjà mettre des mots sur ce qu'était Cthulhu, dont j'ai entendu parler depuis des années et que je ne savais pas vraiment décrire. Donc j'avais très hâte de pouvoir découvrir justement ce qu'était ce fameux Cthulhu. Ah, comment vous dire que ça a été une déception et que vraiment ça a été compliqué parce que pourtant c'est vraiment un tout petit livre qui fait 80 pages. Ça a été une longue lecture. Ça a été une très longue lecture comparativement au petit nombre de pages. Dans celui-ci, nous suivons un narrateur, alors je ne crois même pas qu'il soit nommé, mais en gros, le narrateur va récupérer les recherches de son oncle, il me semble que c'est son oncle ou son grand-oncle ou quelque chose, enfin, une personne de sa famille décédée, en fait, qui avait fait des recherches sur justement ce qu'était Cthulhu et ce que provoquait ce Cthulhu. Donc lui, il va récupérer ces recherches-là, va les lire, donc on va les découvrir à travers lui. Ça va commencer par des entretiens avec des personnes qui seraient devenues folles suite à des rêves vraiment complètement perchés. Suite à ça, on va suivre des sortes de rites avec des sacrifices justement en l'honneur de Cthulhu. Donc à chaque fois, si vous voulez, on nous présente des choses de ce que Cthulhu engendre ou ce qui est fait pour Cthulhu sans nous parler de Cthulhu lui-même. Donc ça fait monter en pression, ça nous donne l'eau à la bouche. On est là, mais finalement, qu'est-ce que c'est Cthulhu? Qu'est-ce que c'est? Et c'est ça pendant quand même une grande partie du récit, sachant qu'il est tout court, hein, je vous rappelle. Donc sur 80 pages, il y a peut-être 60-65 pages où c'est ça, c'est de la montée en pression, et les 15-20 dernières pages où on va nous décrire véritablement ce qu'est Cthulhu. Et j'ai rien compris en fait. Vraiment, je sais pas quoi vous dire de plus. J'ai rien compris à ce qu'était Cthulhu. On essaie de nous le décrire, mais on comprend pas vraiment la taille que ça a. On nous parle de kilomètres, je crois. Waouh, c'est gros quand même, des kilomètres. Mais avec une sorte de distorsion du temps et de l'espace. Donc, enfin, j'avais l'impression qu'il fallait être sous drogue ou avoir bien bu pour pouvoir comprendre ce qu'on essayait de nous décrire. Donc, j'ai fini mon bouquin en n'ayant même pas compris ce qu'était Cthulhu. Et je vous ai pas parlé du gros point négatif qui a fait vraiment que ce livre a été pour moi, je dirais pas une torture, faut pas abuser des termes non plus, mais ce qui a fait que pour moi, c'est un gros non ce livre, c'est que clairement, on nous dit dès l'introduction dans cette édition-là, où on nous présente qui était H.P. Lovecraft, déjà j'ai appris qu'il était, je ne savais pas que son succès avait été à titre posthume, je pensais que c'était de son vivant, donc non, c'était à titre posthume, et on nous le présente justement de son vivant, où on nous dit directement que c'était un raciste et colonialiste. Et ça se sent extrêmement dans cet ouvrage. Je vous parlais plutôt des rites, justement sacrifices qui étaient faits en l'honneur de Cthulhu. Et clairement, pour nous parler de ces rites, on nous parle que ce sont des personnes de couleur noire qui font ces rites. Jusque-là, bon, bah pourquoi pas, enfin que ça soit noir, blanc, jaune, ce que vous voulez, j'en m'en fiche. Mais le problème, c'est que le terme utilisé, ce n'est pas noir, c'est vraiment le terme péjoratif, je pense que vous avez compris duquel je parle, qui est utilisé pour décrire ces personnes-là. Et c'est pas possible que cet ouvrage, ayant été publié en 2021, utilise encore ce terme. Oui, je veux bien comprendre que peut-être c'est pour retranscrire exactement ce que l'auteur avait écrit, mais non, en fait, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'utiliser encore ce N-word. Non. Donc c'est un vrai problème, et ça c'est un choix de la maison d'édition, puisque peu de temps avant que je lise cette version-là, j'ai un collègue qui, lui, l'a lu dans une version éditée par Brajlon, et qui n'a pas du tout eu le N-word. Et donc c'est pour ça qu'il comprenait pas pourquoi moi je m'énervais en parlant. Il était là, mais moi j'ai pas eu ce mot-là, alors que je lui montrais. Et si, en plus il revient plusieurs fois, c'est pas un mot qui est posé une fois et on se dit bon, allez, si c'est une fois c'est grave, mais je peux comprendre. Non, il est répété plusieurs fois et à chaque fois qu'il est donné, c'est à titre péjoratif et c'est vraiment problématique, ce n'est pas possible. Et même dans la façon d'écrire, on comprend que l'auteur, oui, place l'homme blanc, vraiment l'homme blanc, au-dessus de tout autre humain sur cette terre. C'est pas possible. Et on se demande en fait ce que ça fout là avec Toulouse. Ça n'a rien à voir avec Toulouse. Il n'y avait pas besoin de mettre en avant comme ça ses idées par rapport à ça. Pour parler de Toulouse, ça n'a rien à voir avec la choucroute. Et en fait, je regrette presque d'avoir lu ce livre. Et je vous conseille plutôt, si vous êtes intéressé pour découvrir l'univers de Lovecraft, je vous encourage plutôt à lire des ouvrages qui sont plus analytiques, par exemple, sur son univers, écrits par d'autres personnes. Et surtout des ouvrages plus modernes qui apporteront un point de vue qui ne sera, je l'espère, pas raciste ni colonialiste, comme c'est le cas ici, pour pouvoir découvrir cet univers qui, ma foi, a l'air fort intéressant. Mais là, c'est pas possible, pas avec l'auteur d'origine en tout cas, vraiment.
une déception pour moi. Vraiment, si je les ai pas enchaînés les 2 livres, mais presque, et ça a été compliqué quoi. Le dernier petit livre que je vais vous présenter, c'est Soi, écrit par Alessandro Baricco et publié aux éditions Folio. C'est un petit livre qui a encore un rapport avec le Japon, puisqu'ici nous sommes vers 1860, dans une petite ville de France qui est justement connue pour son élevage de vers à soie. Jusqu'ici, on comprend le titre. Et on va suivre particulièrement Hervé Joncourt, qui est lui-même propriétaire justement d'élevage de vers à soie. Cependant, à cette époque-là, on a un petit souci, c'est qu'on n'arrive plus à trouver des vers et que tous les vers que l'on trouve en France, ou du moins en Europe, qui étaient jusqu'ici les fournisseurs, sont tous malades et ne perdurent pas et n'arrivent pas à produire. Les producteurs vont donc être obligés d'aller chercher un petit peu plus loin pour trouver des vers, et c'est vers le Japon que l'on va découvrir qu'il y a des élevages qui valent le coup, vers lesquels se procurer des œufs de vers à soie. Et notre petit Hervé va être justement mandaté pour aller chercher les vers au niveau du Japon, sachant qu'à l'époque, c'était un périple qui prenait plusieurs mois aller et retour pour se faire. Il va donc être amené à devoir aller visiter le Japon, une contrée jusqu'ici jamais explorée par les Européens, et qui vient juste de s'ouvrir finalement, qui jusqu'ici vivait en autarcie, et qui vient juste de s'ouvrir au monde un peu par obligation des Américains. Et donc on va suivre notre petit Hervé qui va aller suivre son périple comme ça plusieurs fois pour aller au Japon récupérer ses vers à soie. Je l'ai trouvé très intéressant, la plume est super chouette, et on va découvrir le Japon de cette époque-là à travers les yeux d'un Européen qui comprend rien, il ne comprend pas du tout la langue japonaise, et en même temps qui va réussir à tisser des liens, tisser vers à soie, vous avez compris, j'ai fait un jeu de mots là, qui va tisser des liens avec du coup les personnes japonaises qui vont lui procurer les œufs de vers à soie. Mais une relation qui a l'air un petit peu particulière quand même, parce que c'est dans un village caché, on lui bande les yeux et on l'empêche en fait de savoir exactement où se place ce village, où il doit récupérer les œufs justement. Donc il est quand même un petit peu à la merci de ces personnes-là, et ça va être très intéressant puisque au fur et à mesure du temps, il va commencer effectivement, comme je vous disais, à tisser des liens avec ces personnes à travers ces différents voyages. Jusqu'ici, avant d'aller au Japon, il était très content à chaque fois de retourner auprès de sa femme, auprès de son village, pour une fois ses périples terminés, pour vraiment être au niveau de ses élevages. Et de plus en plus, Hervé, il va un peu se languir de retourner au Japon, et il a de plus en plus hâte d'y retourner et de redécouvrir la vie là-bas et les personnes surtout qu'il espère retrouver. Donc c'est un ouvrage très court, très aéré, hein. Vraiment on est sur des chapitres qui font à peu près 1 page, 2 pages, donc ça se lit très vite, et il y a des grosses répétitions mais qui sont intéressantes en fait. À chaque fois que Hervé va faire son périple, on va nous expliquer exactement par quel biais il passe, il va par exemple prendre le train pour faire de telle ville à telle ville, ensuite il va faire du cheval, ensuite il va prendre le bateau, et à chaque fois c'est répété, et j'ai trouvé cette répétition très intéressante puisque on voit que finalement c'est très long pour se faire un France-Japon, hein. C'est pas les 12 heures actuelles comme on peut connaître. Et c'est un ouvrage très intéressant qui met aussi en avant la guerre civile japonaise, qui est un fait historique propre au Japon, qui est très peu connu en dehors des frontières japonaises, ce qui est normal, c'est une guerre civile, c'est pas forcément celle de laquelle on est le plus alerte en Europe, mais qui pourtant a fait ses ravages, hein, et Hervé va suivre tout ça. Et j'ai trouvé ça fort intéressant aussi sur les relations, sur les relations humaines, sur la découverte de l'inconnu. C'était vraiment très intéressant, un petit livre que je peux vous conseiller, et je crois que c'était sur Twitch, hein, qu'on me l'avait conseillé déjà, donc merci à vous. Moi j'ai vraiment passé un chouette moment de lecture, et ça se dévore, ça se lit vraiment tout seul. On va ensuite passer à des lectures un peu plus importantes, un peu plus grosses, hein, j'entends, un peu plus longues, j'entends, pas forcément plus importantes parce qu'elles m'ont plus touchée. Ceci dit, le livre que je vais vous présenter maintenant a été une très chouette lecture, et j'ai envie de vous parler de Tant que le café est encore chaud, écrit par Toshikazu Kawaguchi et publié ici aux éditions Albin Michel. On est ici dans un petit café un petit peu caché en plein milieu de Tokyo qui paye pas de mine d'extérieur, hein, vraiment. Il a rien de particulier, il est tout petit en plus. Il est en souterrain, donc vraiment on le voit à peine. Et pourtant, il recèle un secret qui, ma foi, est assez extraordinaire, puisque si on s'assoit à un endroit particulier dans ce café, on a la possibilité de pouvoir retourner dans le temps. C'est quand même quelque chose qu'on ne trouve pas à tous les coins de rue. Cependant, pour retourner dans le temps, il y a quand même quelques conditions à remplir, et l'une d'entre elles, et la plus importante, c'est que on ne peut revenir au moment passé que jusqu'à ce que le café soit encore chaud. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le café est froid, nous sommes bloqués dans le passé, sans possibilité de pouvoir revenir, et on devient une sorte d'esprit un peu fantomatique. On est encore là physiquement, mais notre esprit nous a complètement lâchés. Et donc c'est sur ce postulat-là que l'on va suivre dans ce livre 4 histoires en fait, de 4 personnes différentes qui vont dans ce café-là vouloir retourner dans le temps pour faire avancer leur histoire, que ça soit autant pour rallier une histoire d'amour, ou pour avoir des souvenirs par rapport à une histoire d'amour un peu perdue, pour pouvoir transmettre un message que l'on ne pourra pas transmettre. Enfin vraiment, ça a été très intéressant, et ce livre m'a fait lâcher mes meilleures larmes, surtout sur la deuxième histoire qui vraiment, j'ai trouvé extrêmement touchante.
C'est un livre qui est vraiment une ode aux relations humaines. On va vous parler d'amour vraiment entre deux âmes sœurs. On va vous parler d'amour entre frères et sœurs. On va vous parler d'amour entre parents et enfants. Enfin, c'est vraiment un très très bel ouvrage qui ne peut pas vous laisser de marbre en fait, qui va forcément vous faire ressentir des émotions. On va aussi vous parler de maladie, on va aussi vous parler de deuil. Ça va aborder beaucoup de sujets importants, mais à chaque fois écrit de tellement belle façon. C'est tellement bien écrit, c'est tellement poétique que on a le cœur tout mou, on va pleurer. Et pourtant, on ne va pas être triste. En fait, ça va jamais être triste parce que, si vous voulez, on va pleurer parce que ça va être touchant. Mais on va pas pleurer parce qu'on va se dire, punaise, mais la vie, c'est nul. Ouais, il y a un petit moment, et j'avais un petit peu envie de me dire ça, mais il y a toujours le petit quelque chose par la suite qui fait que, ok, c'est nul, mais ça vaut quand même la peine. Vous voyez ? C'est un peu ce ressenti-là, et c'est un très très bel ouvrage, et j'ai vraiment très envie de pouvoir me procurer la suite, puisque j'ai envie de voir ce qu'on peut continuer de nous proposer dans cet univers-là, dans ce café finalement, où avec ce postulat de voyage dans le temps, on peut amener beaucoup d'histoires. Donc c'est vraiment ici 4 histoires assez distinctes, c'est-à-dire qu'on va suivre quand même des personnages qu'on va retrouver d'une histoire à l'autre, mais les histoires sont propres à elles, puisqu'à chaque fois elles vont se centrer sur un ou plusieurs des personnages que l'on retrouve dans les autres histoires. C'est vraiment 4 chapitres, un chapitre par histoire, donc vous pouvez complètement dispatcher votre lecture comme ça en 4 sessions, sachant que c'est ma foi écrit assez gros, assez aéré, ça se lit tout seul, et c'est vraiment un ouvrage que je vous recommande si vous êtes aussi intéressé pour découvrir la plume japonaise. Il est vraiment très très beau. Par contre, je sais que j'ai une collègue qui est en train de le lire en ce moment et elle a un petit peu... Alors, elle adore le bouquin, elle a juste un tout petit souci, c'est que tous les noms sont des noms japonais, elle a un petit peu du mal, elle s'y perd un peu. Donc, si jamais c'est votre cas et que vous êtes aussi pas très très familier avec les noms japonais ou asiatiques, n'hésitez pas à écrire sur un bout de papier, histoire de vous dire, Michel, c'est le mari de Bidule, qui est Bidule, l'oncle de Micheline. Vous voyez, n'hésitez pas à écrire, mais vraiment, faut pas que vous vous disiez que à cause de ça, vous passez à côté de ce qui a été pour moi une très très belle lecture, si ce n'est ma plus belle lecture du mois de février. Autre belle lecture qui a été, il me semble, ma première lecture du mois de février, il s'agit de Bruxelles, écrit par Éléonore de Villepoix et publié aux éditions Hachette Roman. Donc au-delà de l'objet livre magnifique, vraiment le contenu aussi vaut le coup, ça a été une très 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 chouette lecture. Chouette, oiseau chouette. Vous avez compris? Franchement, on ne m'arrête plus aujourd'hui, on ne m'arrête plus. Non, vraiment, ça a été une très très belle lecture. Ici, nous allons suivre 3 oiseaux particulièrement, donc un pigeon, une corneille et un rouge-gorge, qui vont être mandatés, un peu bon gré malgré eux, à devoir retrouver les voleurs d'œufs qui subissent en ce moment sur différentes espèces d'oiseaux dans les nids de Bruxelles. Alors, on comprend que Bruxelles, c'est la version un petit peu aérienne de Bruxelles que l'on peut connaître en Belgique. Donc, j'aime déjà beaucoup le jeu de mots. De base, j'adore le jeu de mots, je le trouve super. Et donc, à travers ces oiseaux qui sont organisés en société avec un parlement, le parlement des oiseaux, qui justement accuse ces vols d'œufs et mandate donc nos 3 oiseaux pour retrouver nos voleurs. Donc on va les suivre justement dans leur petite enquête, sachant qu'à la base, ces 3 espèces d'oiseaux ne s'entendent pas forcément bien et ont chacune leur particularité propre. Par exemple, notre personnage principal, donc Jaboterne, le pigeon, est lui pas très fut-fut et le pigeon est un peu moqué des autres espèces d'oiseaux puisqu'elle est considérée presque comme domestiquée par les humains. À côté de ça, on va avoir le rouge-gorge qui est extrêmement énergétique et qui lui ne cherche qu'à chanter et à revendiquer son territoire. Et après la corneille qui elle est très intelligente mais un petit peu vicieuse et un petit peu roublarde. Donc j'ai beaucoup aimé parce que dans ce livre là on va vraiment faire une énorme critique de la société qui est très très bien faite je trouve, avec une plume vraiment très joueuse. Éléonore de Villepoix a une très belle plume, elle en joue, elle fait des jeux de mots à tire-larigot qui sont très bien trouvés avec des termes d'oiseaux justement par rapport à ce que l'on peut connaître en expression française. On va avoir des oiseaux qui vont critiquer des choses qu'ils ne comprennent pas des humains, c'est très très drôle. Et en même temps, elle va aussi critiquer les différentes strates de la société. Il va y avoir une critique du racisme, il va y avoir une critique de la discrimination. Ça va être très très intéressant, sous couvert d'oiseaux. Donc, ce qui est très bien avec ce livre-là, je trouve, c'est qu'il y a un petit peu 2 degrés de lecture. C'est-à-dire que ça peut être aussi bien un livre pour des plus jeunes, pour des... Peut-être pas jeunesse non plus, mais pour des jeunes adolescents, je pense que ça peut être un livre très intéressant. On va pas non plus trop pousser sur la réflexion et on va suivre ces oiseaux qui enquêtent pour savoir qui sont les voleurs d'œufs. Et quand on est plus adulte, et c'est là que je trouve que tout le récit prend toute son ampleur en fait, c'est qu'on va comprendre cette fameuse critique dont je vous parlais, qui est encore plus mise en avant avec ce que l'autrice joue très bien, c'est qu'elle utilise beaucoup les notes de bas de page. Alors il n'y en a pas non plus énormément, hein, vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous retrouver noyé, mais vous voyez par exemple, donc comme ceci, donc c'est pas des notes, elles sont pas en bas des pages, mais c'est des notes de bas de page on va dire. Et elle apporte un petit plus qui permet justement de donner ce second degré de lecture plus adulte que je trouve très intéressant et qui permet d'apporter cette touche d'humour qui est parfaite, je trouve, dans le récit. Récit aussi qui est agrémenté de quelques illustrations que je trouve sympas. Je vais essayer de vous en montrer. Il y en a dès le début pratiquement. Hop. Par exemple, la première, le fameux Parlement des oiseaux. Hop.
que je trouve très sympa. Donc c'est des illustrations en noir et blanc et qui ajoutent justement à la plus-value du livre qui est très très beau. Hein. Vous voyez par exemple, les débuts de chapitre sont comme ceci. Hop, et juste après, vous allez avoir une petite phrase qui va vous expliquer ce qu'on va voir dans le chapitre. Sans vous spoiler, ne vous inquiétez pas, mais vraiment un très bel objet livre que je vous recommande. Après, comme je le disais, il est au prix de 18,09 €. Je peux comprendre que ça soit un coût et que ça reste un livre quand même assez court. Donc 18 €, ça reste un prix. Si le prix, par exemple, pour vous peut être dissuasif, je vous encourage quand même à vous rendre à votre bibliothèque ou votre médiathèque pour l'emprunter parce que ça serait dommage de passer à côté de ce roman qui a vraiment été une très très belle lecture et qui m'a presque fait pleurer. Franchement, ça s'est joué à rien, mais très très bel ouvrage qui fait réfléchir et qui pourtant vous apporte aussi des pleurs et surtout beaucoup de rire. On va rester dans les ouvrages un petit peu touchants avec le prochain que je vais vous présenter puisqu'il s'agit ici de La librairie des rêves ensevelis, écrit par Madeleine Martin et publié aux éditions Charleston. Ici, nous sommes au tout début de la Seconde Guerre mondiale, en plein Londres, où Grace Bennet et sa meilleure amie... Comment elle s'appelle, sa meilleure amie? Liv, elle a un nom court. Liv. Où Grace Bennet et sa meilleure amie viennent juste d'emménager, elles viennent de la campagne et viennent d'arriver à Londres pour pouvoir essayer de s'émanciper un petit peu et sortir de la vie rurale pour trouver un petit boulot. Et elles, tout ce qu'elles veulent, c'est trouver un petit boulot de vendeuse et de commencer leur vie d'adulte dans la grande ville. Elles vont donc se faire loger tout d'abord par une amie de la défunte mère de Grace qui va les loger à titre gracieux pour leur permettre de se faire une situation et de s'habituer à la vie à Londres. Autant Viv, elle va rapidement trouver un petit boulot justement de vendeuse en plein Harrods, donc le grand centre, vous savez, au milieu de Londres. Donc très contente, Viv, elle... Grace, elle va se retrouver, un peu malgré elle, à être vendeuse dans une petite librairie qui paye pas de mine, un peu perdue, sachant que Grace, les livres, elle s'en fiche un petit peu, quoi. Elle a pas d'attrait pour la littérature, elle a jamais lu plus que ça, parce qu'elle a jamais trop eu le temps. Jusqu'ici, elle s'occupait de la boutique de son oncle, qui lui prenait tout son temps, donc la littérature, elle a jamais eu le temps de se poser et de vraiment apprécier ce que c'était que lire un bon bouquin. Donc elle se retrouve là, un peu forcée, mais bon, il faut qu'elle se fasse une situation. Et c'est surtout qu'on lui a dit que si elle travaillait 6 mois dans cette librairie, le propriétaire allait lui faire ensuite une lettre de recommandation pour par la suite avoir un meilleur job. Donc elle se dit, bon c'est 6 mois, ça va se faire, il n'y a pas de souci. Et au fur et à mesure, elle va se prendre un petit peu au goût de la lecture et surtout à cette librairie pour laquelle elle va vraiment se donner énormément. Elle va essayer de la réhabiliter un petit peu parce qu'elle elle est un peu vieillotte, cette librairie, très mal rangée, c'est compliqué. Et tout en faisant ça, en réarrangeant les rayons, en s'intéressant un petit peu aux livres à droite à gauche, elle va elle-même justement prendre goût à la lecture, se dire « Ah mais tiens, les clients connaissent plus que moi et ont l'air de connaître ceci, cela ». Donc elle va commencer à lire des ouvrages de classiques anglais principalement, par-ci, par-là. Je vous avoue, il y a Jane Austen de citer dedans. Moi, ça me fait plaisir. Donc elle va commencer à lire comme ça des classiques anglais, y prendre goût. Elle va aussi faire la rencontre d'un gentleman qui, ma foi, ne la laisse pas indifférente et qui lui-même a un grand attrait pour la lecture, ce qui va peut-être accélérer aussi le fait qu'elle s'intéresse à la lecture. Et donc tout ça se passe très bien jusqu'au jour où l'Angleterre rentre officiellement en guerre avec l'Allemagne. Et là, c'est déjà plus la même chose. C'est-à-dire que jusqu'ici, tout se passait bien. Elle apprécie sa découverte de la lecture, sauf que on va commencer à rentrer dans la période, ce qu'on appelle la période de Blitz. Donc les foyers londoniens ont un couvre-feu à partir duquel il n'est plus autorisé de faire de lumière pour éviter aux avions allemands de savoir localiser exactement Londres et comment était fait Londres. Donc on vit dans le noir la nuit, il y a des patrouilles pour s'assurer que justement personne ne fasse de lumière. Il y a un sentiment oppressant, on va connaître des alertes justement avec des abris anti-aériens. Une ambiance très pesante va exister et va mettre vraiment Londres dans la peur. Et puis finalement, ces alertes continuent, mais il se passe pas grand chose. C'est beaucoup d'alertes. C'est un petit peu l'enfant qui crie au loup. Donc c'est-à-dire on a beaucoup d'alertes, mais on voit pas de bombes tomber. Il se passe rien jusqu'au jour où les premières bombes vont tomber et que vraiment Londres est attaquée. Et là c'est un sentiment de peur qui va commencer à régner sur Londres. Et notre amie Grace, elle, va vouloir faire quelque chose. Sa meilleure amie Viv, ayant elle-même quitté Londres pour pouvoir aider directement avec les femmes au niveau des militaires. Son gentleman qui lui plaisait beaucoup, ayant aussi été appelé au front, elle se retrouve un peu toute seule et se dit qu'elle aussi, elle a son rôle à jouer pour aider son pays face à cette guerre. Elle va donc se mettre à patrouiller dans les rues de Londres pour aider justement et à prendre les premiers gestes pour que les gens puissent se rediriger vers les abris anti-aériens en cas d'alerte de bombe. Et une nuit, justement, dans un abri anti-aérien, elle va se retrouver à faire la lecture à voix haute auprès des gens qui sont autour d'elle pour faire en sorte que ce moment passe plus vite ou au moins plus agréablement et non pas dans la peur.
Et là, ça va être une révélation pour Grace. Vraiment, c'est là que son goût pour la lecture va encore plus décupler et qu'elle va se rendre compte que la lecture, c'est bien beau de la vivre tout seul, mais c'est tellement mieux de la partager. C'est tellement mieux de faire vivre sa lecture et de voir les réactions des autres par rapport à ce que l'on peut lire, par rapport à ce que l'on peut découvrir dans les mondes faits de papier. Au fur et à mesure, la vie de Grace va donc évoluer sur la lecture tout en restant dans ce climat de guerre. Je vais pas vous en dire plus, je vous en ai déjà dit beaucoup, je suis désolée. Ce livre est pas très gros, mais il se passe tellement de choses, il vous fait ressentir tellement de choses, c'est un livre qui est si beau. Si vous aimez lire, ce livre va encore plus vous donner goût à la lecture, c'est une véritable ode à la lecture, je vous l'ai déjà dit. Ça a été une très très belle lecture, j'ai adoré ce contexte de guerre que finalement j'avais que succinctement vu en cours. Pas plus que ça, là je le trouve très bien décrit. Grace est un personnage que l'on trouve très attachant. Le propriétaire aussi de la librairie, Mr. Evans, dont je vous ai pas parlé, mais qui est un personnage aussi vraiment, on s'y attache, tous les personnages sont attachants, il va se passer des choses tristes, mais en même temps, il va y avoir un message à chaque fois, c'est ça, j'ai l'impression que je vous dis ça à chaque fois, il va se passer des choses tristes, mais avec un message d'espoir, et c'est ça que je trouve bien, c'est pas juste de la tristesse pour de la tristesse, on va y avoir un après, justement, à la tristesse que l'on peut connaître, et vraiment, lisez ce livre, il est très très beau, je vous encourage, si vous aimez les récits qui se passent durant la guerre, si vous aimez lire, si vous aimez faire découvrir la lecture, si vous aimez partager votre lecture, vraiment, lisez ce livre, c'est un très 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 beau moment que vous allez passer en le lisant. On va ensuite passer sur deux livres que je vais vous présenter en même temps puisqu'il s'agit du tome 2 et 3 d'une trilogie, donc c'est la fin. Et c'est la lecture commune que l'on faisait avec les filles, donc avec Manon de Vibration Littéraire, Anaïs de Siana Book et Audrey de Little Purple Books. Il s'agit du tome 2 et 3 de Inheritance Games, appelé Truc Games par ici, vous le savez. Donc, je vous avais déjà présenté le tome 1 sur les lectures de janvier puisqu'on avait commencé la lecture commune en janvier. Ici, c'est donc la suite et fin de la trilogie qui, ma foi, est une très très bonne fin, je trouve. Je vais vous parler un petit peu plus, je vais pas vous résumer le livre, je vous invite à aller voir par ici mon bilan lecture du mois de janvier où je vous parle du tome 1, comme ça vous saurez un petit peu de quoi on parle. Et ici je vais juste vous donner mon avis final sur cette trilogie sans vous spoiler, ne vous inquiétez pas. Le tome 2 se passe juste après le tome 1, vraiment on enchaîne tout de suite donc on n'est pas perdu, même si vous avez laissé passer un petit peu de temps par exemple entre le tome 1 et le tome 2, je trouve que l'on peut vite raccrocher les wagons et que vous n'êtes pas perdu, ne vous inquiétez pas, donc déjà ça pour moi c'est un très bon point. Il se passe aussi pas mal de choses, alors on va avoir moins d'énigmes que dans le tome 1, cependant on va quitter ce manoir et on va découvrir un petit peu plus du monde et de ce que propose justement la nouvelle fortune de Avery, donc c'est pas mal intéressant, j'ai beaucoup aimé. On va, ceci dit, avoir pour moi un petit point négatif, c'est cette romance, ce triangle amoureux qui s'est installé déjà dans le tome 1 et qui perdure et qui fait pas avancer l'histoire, qui la dessert même par moments. Ça a été un petit peu longué pour moi, vraiment, je vais pas vous mentir, mais ça a été longué, mais ça allait, c'est-à-dire que c'était par bribes et qu'on revenait toujours plus ou moins, ceci dit, à l'histoire. Donc je vous dis, par ici, on a quand même moins d'énigmes, ça va être plutôt un truc général qu'on va essayer d'élucider plutôt que des petites énigmes comme on pouvait avoir dans le tome 1 où c'était une énigme qui en amène une autre, qui en amène une autre, qui en amène une autre. Là ici c'est une énigme générale qui va faire en sorte que à la fin du tome 2 vous allez voir il va pleuvoir des révélations. Alors vraiment là, si jamais vous aviez encore des questions, à la fin du tome 2, il vous en reste très peu puisque vous allez pleuvoir de révélations sur les... allez... Il me semble que les 100 dernières pages, c'est vraiment révélation sur révélation sur révélation. Donc au bout d'un moment, vous avez la bouche qui va s'ouvrir de plus en plus en mode « Mais non !» Voilà, et les yeux qui vont s'ouvrir de plus en plus aussi. C'est presque limite un petit peu trop. Mais en même temps, on est content puisqu'on répond au fur et à mesure aux questions qu'on a pu se poser durant la lecture du tome 1 et du tome 2. Donc ça, c'est chouette parce qu'on se termine ce tome 2 presque en se disant « Bah, perso, moi, ça a été mon ressenti. » J'ai fait mes tomes 2 en me disant... En vrai, les zones qui me restent de flou, est-ce que c'est vraiment nécessaire de les révéler? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je me sentais comblée avec ce tome 2 et que j'avais pas forcément besoin d'aller plus loin. Et pourtant l'autrice a décidé d'aller plus loin avec le tome 3 qui... alors, pour celui-ci, ça n'a pas été la même chose que pour le tome 2. Je vous disais que le tome 1 et 2 vraiment se suivaient presque directement au niveau de la chronologie. Là, entre le tome 2 et le tome 3, il se passe déjà plusieurs mois et c'est quelque chose que j'ai mis un petit peu de temps à comprendre puisque c'est pas dit explicitement dès le début de ce tome 3. On nous laisse comprendre qu'il s'est passé des événements que l'on n'a pas vus et qui se sont passés sur les derniers mois. Donc, on essaye de raccrocher avec tous les indices qu'on nous donne pour dire bon, il a dû se passer à peu près ce temps-là. Même encore maintenant, je ne sais pas exactement combien de temps s'est passé entre le tome 2 et 3. Quelques mois, je ne saurais pas vous dire plus. Enfin, bon, de toute façon, on sait que c'est maximum 1 an, moins le temps qu'a duré le tome 1 et 2. Donc, ça vous faites des calculs, les gars, pour ceux qui ont lu, et vous saurez. Et si vous avez exactement la durée que ça a pris, dites-le moi. Donc, on recommence là-dessus. Donc, on nous explique ce qui a pu se passer sur ces différents mois. Avec certaines des autres filles, on était un petit peu d'accord. Le début de ce tome 3, il est compliqué.
Il est compliqué dans le sens où c'est beaucoup centré sur ce fameux triangle amoureux qui, je vous disais jusqu'ici, pour moi, c'était un petit peu le gros point négatif de cette trilogie, hein, le triangle amoureux. Et ben, ça fait pas exception dans le tome 3, vraiment, c'est long. C'est long entre... Parce qu'on a Avery qui n'arrive pas à se décider entre deux frères qui sont présents. Et ça apporte rien en fait, c'est-à-dire qu'elle envoie un, elle se dit « Oh lui, je l'aime beaucoup parce que ceci, cela », puis elle envoie un autre « Ah mais c'est vrai que lui parce que ceci, cela ». Et c'est long, ça apporte rien, c'est toujours les mêmes choses qui est répétée encore et encore. Et là, les 100 premières pages de celui-ci, je vais pas vous mentir, ont été un peu longuettes et... je me suis même demandé est-ce que j'allais le continuer parce que... enfin, en tout cas, est-ce que j'allais le continuer avec autant de plaisir que ça avait été pour les 2 premiers parce que ça partait mal. Et pourtant... grâce à la LC, parce qu'on l'a enchaîné, hein. Celui-ci on l'a lu en 3 jours, donc on l'a vraiment, on l'a bastonné celui-ci. Et je suis bien contente qu'on l'ait faite parce que ça m'a permis de me donner un gros coup de pied aux fesses et de continuer cette lecture que je vous dis. Je pense que j'aurais un petit peu fait traînasser sans ça, parce que finalement la suite, ah là là, la suite fait qui, je pense, ce tome-là est mon préféré de la trilogie. Donc pour vous dire à quel point ça remonte le niveau par la suite. On va avoir une enquête vraiment qui va prendre une autre ampleur par rapport avec ce qu'on a pu connaître dans les 2 premiers tomes, des révélations qui vraiment tiennent la route, on va avoir plein d'indices comme ça qui vont nous être donnés. Donc en fait, je trouve que celui-ci, c'est le parfait mélange entre les deux premiers. Comme je vous disais, le premier, c'est beaucoup de petites énigmes comme ça qui vont s'enchaîner. Et le deuxième, c'est plutôt une grande énigme principale qui va se faire comme ça au fur et à mesure. Et là, j'ai beaucoup aimé parce que vous allez avoir cette fameuse grande enquête, pareil, qui va être propre au tome 3, avec un objectif final, et qui va être agrémentée de plein de petites enquêtes. Donc c'est vraiment le chouette mélange entre les 2 premiers tomes. Ça apporte pareil son lot de révélations et... justement, avantage par rapport au tome 2, où le tome 2, toutes les révélations étaient très ciblées sur la dernière partie, donc c'était un peu longué sur le milieu, et à la fin, c'était pam, révélation. Là, ça va être au fur et à mesure du livre, et justement, vous allez en apprendre plus, et en même temps, on va vous faire une révélation, mais on va vous dire, tu ne sais pas tout, et là... Évidemment, vous, on vous apprend un truc, on vous dit en même temps, tu ne sais pas tout. C'est impossible de poser un bouquin où on vous dit ça, on est d'accord. On est d'accord, un bouquin, on vous dit... tu ne sais pas tout. Bah là, vous vous dites quoi? Bah je vais tourner la page parce que je veux savoir ce que je sais pas. Enfin voilà, ça a été une très chouette saga. Je vous la recommande grandement et je crois que c'est Manon qui disait ça, qui pour elle, c'est une trilogie qui va presque devenir incontournable dans l'univers young adulte. Et je la rejoins pas mal sur cet avis-là puisque je trouve déjà intéressant que ça soit une trilogie. Déjà, c'est une trilogie, donc déjà, c'est quand même une saga assez courte, donc ça, c'est chouette. Et c'est surtout une trilogie young adulte contemporaine et non pas fantasy, fantastique, comme l'on peut beaucoup le retrouver dernièrement. Et je trouve que c'est aussi un point positif, hein, le contemporain, ça manque un petit peu. Et ça va permettre justement de se mettre un petit peu en jambe pour la suite si vous voulez lire du contemporain adulte. Et aussi, ce côté énigme, va y avoir des morts, hein, je préfère vous le dire, je vous spoil pas plus que ça, mais va y avoir des morts. Et justement, ça peut aussi mettre en jambe sur un possible attrait pour le thriller ou le polar. Donc vraiment, je pense que c'est une bonne mise en bouche pour des possibles futures lectures adultes. Et c'est un très bon young adulte et je regrette absolument pas de l'avoir lu et encore moins de l'avoir lu en lecture commune avec les copines. Vous saviez qu'il arrivait et vous vous disiez, elle n'en a pas encore parlé, comment cela se fait-il? Parce que je le gardais pour la fin, pas pour la fin, c'est l'avant-dernier dont je vais vous parler. Mais évidemment que je vais vous parler de Eric Prince des Mers, écrit par Lindsay Miller et publié en France chez Hachette Heroes. Donc ici, je l'ai en version anglaise, donc Prince of Song and Sea, publié directement, je crois, sur la maison d'édition de Disney. Ils ont une maison d'édition officielle en VO, donc c'est le cas ici. Et comment vous dire? J'ai adoré. J'ai adoré, c'est-à-dire qu'on retrouve Eric ici, mon amour de jeunesse. Regardez-moi, déjà la couverture est trop belle et surtout... oh, il est trop beau. Bon, voilà. Le côté fangirl étant passé. Ici, nous suivons donc Eric, notre prince de la petite sirène, mais sans la petite sirène pour commencer. Donc Eric qui n'a plus de parents malheureusement, est orphelin, qui a 18 ans et qui va devoir donc prendre la tête de son royaume, sauf qu'il n'est pas forcément prêt, il n'a pas forcément envie de ça non plus. Surtout qu'il a un petit souci parce que lui on l'encourage grandement pour renforcer son territoire et surtout pour créer une alliance avec un autre pays, de se marier. Petit problème, mais vraiment léger le problème, c'est que notre bon Eric il est maudit. Et pas n'importe quelle malédiction, puisque s'il a le malheur d'embrasser une autre personne que son véritable amour, il meurt. Voilà, il y a pas, hein, il meurt. C'est-à-dire, c'est même pas je toussote un petit peu, j'ai le Covid. Non, c'est capoutasse, c'est merci, au revoir, ciao. Donc, comment vous dire que c'est compliqué de se dire oui, je vais me marier pour aider à faire prospérer mon royaume, sachant que tu peux pas embrasser n'importe qui comme ça à la légère. Et on sait bien que comme ça, les mariages arrangés, les mariages pour aider des alliances politiques, c'est rarement ton véritable amour que t'épouses.
Donc il est pas chaud le gars, et je comprends, c'est-à-dire que vivre c'est quand même sympa, hein. Donc il est pas très chaud à l'idée. Il va donc alors retrouver des écrits et des recherches que sa mère avait faites justement par rapport à cette malédiction, puisque sa mère était au courant, il l'avait prévenue, dans lesquelles elle explique que son véritable amour est doté aussi d'une voix complètement pure. Donc il a une information supplémentaire sur la personne qu'il est censé pouvoir embrasser pour se libérer de cette malédiction. Après, ça veut un peu tout et rien dire une voix pure, donc c'est un petit peu problématique, ça l'aide pas plus que ça notre bon Eric. Du coup lui il prend une autre décision et suit un petit peu ce que sa mère avait fait et comment elle a péri d'ailleurs, c'est-à-dire de rechercher la sorcière des mers qui l'a maudit pour la retrouver et pour la tuer, parce que bon, il est bien gentil mais il en a un peu ras-le-bol notre bon Eric de sa malédiction, donc il va tuer la sorcière, comme ça au moins on est tranquille et on peut embrasser à tour de bras. Peut-être pas à tour de bras, mais vous avez compris quoi, on est libre et c'est quand même chouette la liberté. On va donc suivre Eric dans son périple pour aller tuer la sorcière. Dans l'avancée de son périple, il va rencontrer plusieurs personnes. Il va tout d'abord, et avant même de partir dans son périple, il va rencontrer une jeune femme rousse comme ça, un petit peu échouée sur la plage, qui ne parle pas et qui n'a pas l'air de trop comprendre les us et coutumes de son royaume. Je vous le donne en mille, c'est notre petite. Et oui, il va rencontrer Ariel, bien évidemment. Donc sa rencontre se fait un petit peu comme dans le film. Donc jusqu'ici, rien de bien foufou. Mais c'est toujours agréable de voir du point de vue d'Eric que, bah ouais, Ariel au début, elle est un petit peu bizarre et on comprend qu'elle sait rien du tout du monde humain. Donc c'est assez drôle justement de voir Eric se dire, mais elle est un peu bizarre. Elle est mignonne, hein, mais elle est bizarre. Donc ça, c'était sympathique, j'ai beaucoup aimé. Et donc lui, après, comme je vous dis, il part en expédition pour aller tuer justement cette fameuse sorcière des mers. Et il va rencontrer des pirates. Donc ça, c'est un élément que l'on n'a pas du tout dans le film, que j'ai trouvé très intéressant. Et on va aussi avoir toute une ambiance de fantômes, de surnaturel, que j'ai trouvé très intéressante. Qui pareil, rajoute au Disney d'origine, que l'on n'a pas du tout d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je vais pas vous en dire plus sur l'histoire. Je vous laisse lire le livre pour en découvrir plus. Mais sachez que pour moi, ça a été une très chouette lecture. J'ai passé un très bon moment. Et j'ai surtout été très heureuse de voir que Eric avait son histoire. Et que bien que Ariel soit présente, elle ne prend jamais le dessus sur l'histoire et ça pour moi c'est un vrai point positif. J'avais peur un petit peu de ça, de se dire oui certes c'est une nouvelle collection centrée sur les princes mais on peut pas complètement mettre de côté les princesses et j'avais peur qu'au fur et à mesure du temps bah c'est la princesse qui prenne le dessus. Là ce n'est pas le cas. Certes Ariel va avoir son importance, ça reste Ariel hein, donc elle va avoir son importance mais c'est quand même toujours Eric qui va faire avancer l'histoire, qui va prendre des décisions et ça reste centré sur lui et ça j'ai trouvé ça très intéressant. On va aussi nous présenter d'autres personnages qui n'existent pas du tout dans le Disney d'origine qui sont sympathiques. On va avoir une relation lesbienne. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Ça montre la modernité et ça donne un petit coup de frais justement au vieux Disney tel que la petite sirène qui, bah, pour le coup, était très hétérocentrée et puis basta, merci, au revoir. Donc ça, c'était chouette. On va retrouver évidemment Ursula. Ursula, la meilleure en fait. Que vous dire de plus? Ursula, c'est la femme de ma vie. Donc très heureuse de retrouver Ursula. Elle est toujours aussi superbe. Je l'aime encore plus. Non, vraiment une très chouette lecture et ça n'augure que du bon pour moi pour cette nouvelle collection, comme je vous le disais, centrée sur les princes, dont le tome 2 sera sur le prince Philippe, donc le prince de La Belle au Bois dormant. Si vous êtes fan de Disney et si vous aimiez par exemple déjà les Twisted Tales ou les Happily Never After que Hachette Heroes pouvait avoir publié jusqu'ici, bah, je vous encourage grandement à vous jeter sur le premier tome de cette nouvelle saga centrée sur les princes qui, ma foi, augure du très bon. Et pour terminer ce tour d'horizon de mes lectures du mois de février, nous allons rester dans l'univers de Disney puisque justement je vous parlais juste avant d'un Twisted Tale et c'est ce qui a terminé mon mois avec Ce monde qui est le mien, écrit par Jen Kalonita et toujours publié chez Hachette Heroes. C'est donc ici le Twisted Tale sur Hercule, mais pas sur Hercule véritablement puisqu'on est plus centré sur Mégara avec le postulat de « Et si Meg pouvait rejoindre l'Olympe ?» Ça a été une très bonne lecture, vraiment. Faut savoir que de base, je ne suis pas très fan d'Hercule, donc après j'avais du coup moins d'attentes et pourtant j'ai été très agréablement surprise, j'ai vraiment passé un très chouette moment. Je vous explique tout de suite de quoi ça parle. Donc on commence, on est tout de suite après les événements du film d'Hercule. Donc Hercule vient donc de réaliser ses travaux, se retrouve déifié et va pouvoir donc rejoindre l'Olympe. Problème étant, c'est que Meg, elle est toujours humaine et elle ne peut pas rejoindre l'Olympe. Il n'est pas possible pour un humain de pouvoir habiter sur l'Olympe. Hercule va donc se proposer, lui, de retourner sur Terre pour qu'ils puissent vivre leur idylle ensemble. Zeus, lui, ne l'entend pas de cette oreille et impose à Hercule de rester sur l'Olympe et donc à Meg de rester sur Terre. Ça part pas bien pour leur histoire d'amour. Hera, mère d'Hercule, très sensible à leur histoire d'amour, va donc proposer à Meg de pouvoir devenir une divinité si elle remplit quelques quêtes. Meg va donc accepter, se disant que de toute façon, elle n'a pas forcément beaucoup de futur sur Terre. Et puis bon, qui va dire non à l'idée de se retrouver en déesse? Franchement, vous auriez dit oui. Vous auriez dit oui. Hera va donc la charger de certaines missions pour que Meg puisse par la suite rejoindre l'Olympe. Dans le roman, on va donc suivre Meg qui va réaliser ses quêtes au fur et à mesure, qui va s'entourer. On va avoir Pégase qui va suivre Meg et l'épauler dans ses quêtes. On va aussi retrouver Phil, toujours aussi grognon, qui n'aime toujours pas
pas trop Megara, mais qui l'aide quand même un petit peu bon gré malgré lui, et c'est vraiment chouette. Donc on va suivre, comme je vous disais, Meg à travers ses quêtes, mais aussi on va avoir par exemple, on va dire sur 3 chapitres, vous allez avoir 2 chapitres où ça va être l'avancée de Meg dans sa quête, et le 3e chapitre, ça va être un chapitre plutôt flashback sur Meg avant sa rencontre avec Hercule ou même avant sa rencontre avec Hadès. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça va nous permettre de nous attacher à Meg, de comprendre les décisions ou les actions qu'elle va mener dans l'histoire ici pour réaliser les quêtes. Et ça va donner un peu plus de profondeur au personnage, puisque finalement dans le dessin animé, Megara on la connaît pas tant que ça, on nous la présente telle qu'elle à l'instant T, mais on sait pas forcément d'où elle vient, qui elle était, pourquoi elle était. Et ça j'ai trouvé ça très intéressant, puisque ça va vraiment donner une profondeur au personnage, et ça va la trouver plus attachante, chose que je trouve qu'elle n'est pas beaucoup dans le film. Je vous avoue que Meg, j'ai un petit peu du mal, je la trouve un petit peu détestable, et là vraiment j'ai trouvé que c'était un personnage super intéressant et j'avais envie de lui faire des câlins à plusieurs moments, vraiment c'est trop bien. On va comprendre qu'elle a été déçue par le passé et que justement elle va être, ce qui va expliquer sa méfiance avec les nouvelles personnes qu'elle peut rencontrer, qu'elle a été blessée, qu'elle a été rejetée aussi. Vraiment, on va voir qu'elle est passée par des phases pas forcément très rigolotes et qu'elle s'est retrouvée un petit peu avec Hadès, pas comme c'était trop prévu à la base. L'autrice va aussi beaucoup mettre en avant à travers Meg la notion d'acceptation, de choix des autres, et ça c'est très intéressant. Et l'idée d'aller en avant, qu'il ne faut pas rester en fait à ruminer sur les gens que l'on déteste et qu'il faut aussi apprendre à se centrer sur soi, à ce qui nous fait du bien au lieu de ruminer ce qui nous fait du mal et ce qui nous ronge. Et j'ai trouvé ça très intéressant et ça m'a fait écho par rapport à ce que j'ai pu connaître dans le passé et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un roman qui, par exemple, j'aurais beaucoup aimé lire il y a de ça déjà ne serait-ce que 5-6 ans. Ça m'aurait aidé, je pense, à réfléchir sur certaines choses sur lesquelles j'étais encore assez immature. Donc il y a quand même une certaine profondeur au roman que je trouve très intéressante, tout en étant très divertissant, puisque on est sur du Disney, on est sur du Hercule, donc il y a quand même pas mal d'humour, c'est vraiment chouette. Je vous le conseille grandement si vous êtes intéressé dans les Twist Tales et que vous savez pas forcément vers lequel vous tournez, vous en avez lu 2-3 et vous êtes un peu mitigé. Celui-ci est vraiment très chouette, que vous aimiez Hercule ou non. Un bilan lecture, ma foi, dont je ne suis pas peu fière, comme je vous le disais, qui est très plein, et donc je vais à chaque fois je vous dis ça, mais parce que c'est trop lourd les gars, en fait les livres c'est lourd de culture, en fait c'est pour ça, c'est lourd de culture et de divertissement et de bons moments, mais c'est surtout lourd sur mes bras. Donc vraiment j'ai passé de très bons moments de lecture ce mois-ci. Vous avez vu, il y a eu des petites lectures, des lectures un peu plus imposantes, il y a eu du très bon, et il y a eu aussi ma foi du pas très bon qui a été presque un peu douloureux et gênant à lire. Mais bon, il faut de tout pour faire un monde et je ne regrette aucune des lectures que j'ai faites. Elles m'ont à chaque fois apporté quelque chose, m'ont appris des choses et à chaque fois je trouve ça très intéressant. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un ou plusieurs des livres que je vous ai présentés, s'il y en a qui vous font envie, s'il y en a qui sont en wishlist dans votre palle. N'hésitez pas à me dire tout ça ou même à me dire vous, qu'est-ce que vous avez lu au mois de février. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa à partager cette vidéo, ça fait toujours très plaisir et puis surtout ça permet de toujours plus papoter les gars. Le pouvoir du papotage, ne l'oublions jamais. Et justement, en parlant de papotage, en attendant une nouvelle vidéo, vous pouvez toujours me retrouver de façon quasi quotidienne, que ce soit sur Instagram ou sur Twitch pour plus papoter autour du livre ou pas d'ailleurs. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et à une toute prochaine. Bye bye!